Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus, c'est Josh. Ensemble, retraçons cette semaine assez copieuse de Plus belle la vie. Il s'est passé beaucoup de choses, des rebondissements à gogo, des situations burlesques, des scènes assez abracadabrantesques. Comme indiqué dans ma précédente vidéo, je veux profiter de la sortie ce mercredi du dernier opus de James Bond pour faire un débrief du plus célèbre agent de Sa Majesté. Pourquoi ? Déjà parce que c'est mon 7e débrief sur cette chaîne. Un nom de chaîne, ça ne vous a peut-être pas échappé, qui fait référence à un opus de la saga, mais aussi à une célèbre série mettant à l'honneur l'un des fameux interprètes de l'agent au permis de tuer. Attendez-vous donc à pas mal de petites références par-ci par-là, et c'est aussi l'occasion de saluer l'irruption au Mistral d'un espion de haute volée qui a le potentiel de candidater auprès du MI6. Ce n'est un secret pour personne, entre Lola et Noé côté cul, ce n'est pas l'extase. Noé a fait l'amour avec Iris, donc il a proposé à sa nana d'en faire de même pour équilibrer les comptes, boucler la boucle, mettre la balle au centre, être quitte à peut-être se quitter pour de bon. Et dans ce cercle infernal, un homme a décidé de tirer les marrons du feu. Il faut dire qu'avec une certaine Nisma, il avait sûrement le feu quelque part, mais il n'a jamais pu éteindre l'incendie. Cet homme, c'est Jules. Et pour s'attirer les faveurs de Lola, il se mue en Terminator. Non, pas lui. On parle déjà de Bond, on ne va pas se mettre à singer tous les testostéronneux avec arme à feu, sinon on s'en sort pas. Non, je parle de Terminator, la prof de maths Coralie. Elle est où Coralie d'ailleurs et Théo. Ils ont chacun pris une année sabbatique. Jules, il est peut-être prof, élève, on ne sait pas. Bon, selon les prochains résumés hebdomadaires, Jules et Coralie vont enfin revenir au Mistral. Voilà, j'allais créer ce visuel, mais bon, il va vite se périmer, donc je vous le balance avant qu'il ne soit trop tard. Fin de parenthèse, Jules offre donc des cours particuliers à Lola avec la ferme volonté de faire progresser cette dernière sur les statistiques, mais le cousin de Betty, très clairement, il n'est pas là que pour enfiler des perles. Ainsi, au lycée Scotto, Jules tente un rapprochement physique, mais Lola l'esquive, et en réalité s'est reculé pour mieux sauter. Le contexte du second cours de soutien délivré par Jules à Lola est tout bonnement édifiant. Je ne saurais employer l'adjectif adéquat. Noé s'apprête donc à rentrer chez lui, il retrouve Jules à frapper à la porte de chez les Corcel. Au préalable, Jules avait reçu l'autorisation par Noé de déflorer sa copine, et là, sans en mener très large, Jules assure qu'il va faire avaler à Lola des formules mathématiques. Noé lui dit que c'est cool et qu'il peut faire sa petite affaire. Lors de ce second cours, Jules et Lola usent et abusent d'un florilège de petites références à peine grossières à leur envie respective de goûter aux grands frissons amoureux. Il n'a pas non plus la bave aux lèvres, mais durant ce tête-à-tête, Jules il met un peu mal à l'aise avec la manière dont il a de regarder sa proie. Mais il parvient finalement à ses fins, et le meilleur reste encore à venir. Oui, le meilleur, c'est pour le pire, car pendant ce temps, Noé ne rate pas une miette de ce qu'il peut se passer. Pendant que Jules et Lola s'ambiancent sur une petite musique tout en se déshabillant, Noé observe par la serrure de son appartement. De l'autre côté des murs, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais pour le fils de Blanche, il n'y a pas beaucoup de bien à se faire autant de mal, car il se doute bien de ce qui l'attend quand il se rend quelques heures plus tard à l'appartement de sa petite amie. L'inévitable arrive, Lola et Jules sont à moitié nus sur le canapé, tout comme Noé l'était avec Iris quelques jours plus tôt. Oui, parce que dans Plus belle la vie, quand on trompe son partenaire, on l'affiche ouvertement en s'allongeant dans le canapé sans fermer la porte de son appartement, et on baise même à l'hôtel sans non plus fermer la porte et permettre ainsi à quiconque d'intervenir pendant le coït. Tout ça pour dire que cette scène aurait mérité un bon gros Mistral perdant des familles, mais je crois qu'elle est hors catégorie. Ouais, c'est un peu un Tourmalet en puissance et c'est bien d'en avoir parlé longuement avant de basculer dans des affaires un peu plus sordides. On souffle un bon coup avec une situation toujours aussi verrouillée pour Killian et Betty, mais bon, on doute à peine de l'issue de cette intrigue. Betty va continuer à le repousser, elle va lui donner un peu de grain à moudre, de nouveau le jeter avant de faire le grand saut, et puis c'est Killian qui va la tromper 6 mois plus tard. Oui, parce que dans Plus belle la vie, c'est quasiment toujours celui qui a galéré à conquérir sa moitié qui se retrouve à la trahir. Trêve de science-fiction, Killian compte sur la nouvelle soirée imaginée par Betty pour se rapprocher d'elle et gratter pourquoi pas un autre baiser, puisque c'était déjà lors d'une pareille occasion qu'il avait eu l'opportunité d'opérer un rapprochement physique avec elle, avec celle qu'il prend pour sa dulcinée. Malheureusement pour Killian, cette nouvelle fête vire à la catastrophe puisqu'il voit son ami Noé monter dans la chambre avec Betty, alors qu'il sera avéré qu'ils n'ont rien fait ensemble, mais pour le frère de Lola, la coupe est pleine. Et le drame intervient lorsque Eric fait irruption pour demander aux jeunes d'arrêter leur boucan. Killian, très énervé, frappe Eric au ventre avant d'être emmené au poste. Fort heureusement, le lendemain, un avocat commis d'office se pointe, et cet avocat ce n'est ni Malik, ce n'est ni Céline, ce n'est ni Abdel, mais bien Noé.
son meilleur pote, qui n'était quand même pas loin de lui piquer l'élu de son cœur, se rattrape en défendant sa cause. Eric ironise en indiquant que le discours de Noé avec qui il avait sympathisé, mais c'était avec le précédent interprète de Noé, lui avait donné l'envie de chialer. Bon, ok, il se moque, mais voir un ami se dépouiller pour en sauver un autre, c'est ça qu'on aime. César a beau être le maître chanteur de Jacob, on l'a relativement peu vu cette semaine. Les scènes ont surtout tourné autour d'autres duos reliés à cette intrigue. Néanmoins, ces apparitions ont chacune eu le mérite de semer le doute sur ses prochaines actions car les cartes ont été redistribuées. Tout d'abord, il y a cette vidéo que Jacob lui soumet et qui montre un Baptiste en état d'incompréhension. Le tueur précise alors qu'il va s'éteindre en plusieurs jours et le tout petit cœur qui bat en César se soucie à l'idée de voir son pire ennemi agoniser un long moment. Premier stade de réflexion. Dans un second temps, une Emma morte d'inquiétude pour son mari cherche à obtenir du confort ou des réponses chez César, mais celui-ci, s'il voulait s'auto-accuser, il ne s'y prendrait pas autrement. Après s'être moqué de Barbara et Emma au lendemain de la disparition de Baptiste, César raille le sort de son rival et propose à Emma qu'il s'envole en Australie. Ne le jugez pas trop vite car grand seigneur César offre à Emma la possibilité d'y emmener son gros jeton, et c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est une offre qu'elle ne peut décemment pas refuser, mais César n'est pas encore un parrain du crime et il est débouté par Emma. Il comprend alors que cette dernière aime passionnément son homme et qu'il ne parviendra jamais à ses fins. Tout ça pour ça. Ah, le pauvre César, il fait quand même un petit peu de peine et il ne me tarde pas de constater comment il va disparaître des écrans parce que ces petits sarcasmes vont sacrément me manquer. Je suis Mr. Kill. Il y a des noms de famille qui tuent. C'est aussi un duo qui tue. C'est Jacob et Camille, ils se sont débarrassés dernièrement d'Alice, de Maxime et maintenant c'est au tour de Baptiste de trinquer. En attendant, Camille a pris Kevin à son propre jeu puisque Nebou a chargé ce dernier de devenir intime avec celle-ci pour mettre la main sur Jacob et il s'avère que c'est Camille qui fait à chaque fois les premiers pas pour être toujours plus proche du policier. Lors d'une balade dans les bois, Camille aperçoit Emily occupée à faire son sport et la psychopathe contraint Kevin à partir à sa rencontre pour lui signifier qu'ils sont désormais en couple. Le pauvre Kevin, le regard planté dans ses chaussures, et il fait les présentations. Bon, il y en a une qui affiche un sourire de Joker et l'autre qui fait la gueule. Emily l'insulte de connard et elle repart bouleversée. Mention encore une fois à Théo Bertrand, très juste dans cette scène. Par la suite, son personnage ose ensuite confronter Nebou en affichant du caractère pour montrer son désaccord. Le commandant de police n'est pas du tout perturbé à l'idée que son gendre puisse avoir trompé sa belle-fille. Il s'en balèque total et il se revélise de plus en plus en ne pensant qu'à sa petite carrière et aux honneurs s'il parvient à coincer Jacob. Une certitude, Camille et Jacob gardent une longueur d'avance sur Kevin et la police, puisqu'après avoir couché à 2 reprises avec celui qu'elle prend pour son petit ami, Camille fixe un rendez-vous à son mentor pour permettre à Kevin et ses collègues d'arrêter le kidnappeur de Baptiste. Sauf que l'homme en question, qui se fait abattre comme un lapin, n'est absolument pas Jacob. Nebou et ses partenaires vont donc repartir de zéro, et le temps presse car Baptiste est en train de dépérir. Les bons points et les mauvais points de la semaine. Alors plus que la scène entre Noé, Lola et Jules qui m'a plus prêté à sourire qu'autre chose, j'aimerais venir sur la nuit d'amour entre Kevin et Camille. Nuit d'amour que je mets entre parenthèses, entre guillemets, tout ce que vous voulez. Plus belle la vie, comme beaucoup de feuilletons, traite à raison de nombreuses intrigues par an, des sujets essentiels sur les violences commises contre les femmes, la place de la femme dans la société et d'autres thèmes adjacents. Là, ce qui s'est passé entre Kevin et Camille, je n'ose imaginer les répercussions et l'angle scénaristique si les rôles avaient été inversés. Alors certes, Kevin peut être perçu comme le manipulateur car il est censé jouer avec les sentiments de Camille, mais c'est précisément l'inverse qui se produit. Camille force Kevin à coucher à 2 reprises avec elle s'il veut obtenir des informations pour sauver la vie de son meilleur ami. Gros enjeu quand même. La morale est proche du néant dans cette séquence. Qu'aurait-on dit si Kevin avait contraint Camille à coucher avec lui et lui soumettre un tel chantage? Car le pire, c'est qu'on comprend presque que Kevin accepte car la vie de Baptiste en dépend. La question mérite d'être posée. Vous, coucheriez-vous avec n'importe qui pour éviter la mort de votre meilleur ami? Ce relativisme, car la victime est un homme dans cette histoire, est assez nauséabond, et je trouve que les circonstances atténuantes qu'on attribue à Camille pour sa longue captivité ont tendance, pour ma part, à s'effiler progressivement. Sinon, un truc qui serait sympa à produire, c'est une arrestation et un procès pour Jacob et Camille. Responsable ou pas de ces actes, il y aurait un angle juridique très sympa à traiter. Récemment, un acteur d'Un cycle en soleil qui interprète un avocat m'a confié dans une interview qu'il regrettait de ne pas avoir eu l'occasion de plaider dans une cour d'assises. Et bien là, pour le cas de Camille, ce serait une superbe opportunité. On peut faire durer le plaisir sur 4 semaines, je trouverais ça passionnant si le sujet est traité équitablement. Et vous voyez, j'essaye même de positiver dans le Mistral perdant de la semaine parce que tuer n'est pas joué. Pour le Mistral gagnant de cette semaine, je veux parler du lieutenant Bauer.
Il faut dire que ce dernier s'est considérablement ramolli ces dernières années, s'il n'est plus ce bourrin raciste qui l'a rendu impopulaire à ses débuts, on n'était pas obligé de supprimer tous ses traits de caractère, mais là, enfin, un peu de révolte vis-à-vis d'une situation assez insupportable à son encontre. Ces derniers temps, Léa, Émilie, Babette et Yolande avaient investi son appartement sans qu'il n'ait son mot à dire. Eh bien, grâce à une discussion partagée avec Ariane, un déclic a eu lieu dans l'esprit de JP. Ainsi, après avoir craqué sur un appartement refusé par Léa, eh bien le père de Lucie a pris la décision de l'acheter quand même. Dans le cadre d'une vente aux enchères, Bauer ne pouvait pas passer à côté de cette occasion en or et c'est lui qui a fait la plus belle offre pour faire plier la concurrence et faire une affaire conclue. Après une bouderie, Léa prend conscience par sa sœur jumelle qu'elle a une chance incroyable d'être avec un homme qui se projette avec elle et le médecin retrouve la raison, elle s'excuse auprès de Bauer et ce dernier marque enfin des points après une trop longue période de soumission. Ça me gratte un peu. C'est la fin de l'ère Daniel Craig, mais aussi la fin de ce retour vidéo sur les épisodes précédemment diffusés. Je tenais pour conclure à vous remercier pour votre omniprésence sur mon dernier contenu qui a été visionné à plus de 4000 reprises jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer ainsi, que je vais parvenir à améliorer mon contenu petit à petit pour créer une véritable communauté et un lieu d'expression où de nombreux fans pourront commenter les actuelles intrigues. C'est en tout cas l'un des objectifs de ce podcast qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye!